Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour ce cercle des experts Boursorama. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir la présidente de Boursorama, Madame Inès Mercereau. Inès Mercereau, bonjour. Je vous laisse vous installer à ce pupitre. Pourquoi la création de ce cercle des experts Boursorama déjà? Alors d'abord, il nous a paru, ce n'est pas un cercle des économistes comme c'est écrit sur l'invitation, mais c'est un cercle effectivement des experts. Nous avons la chance chez Boursorama d'être en pleine architecture ouverte et de connaître assez bien les producteurs de fonds, et nous en sommes distributeurs. Ils ont une expertise que nous apprécions et il nous paraissait intéressant que vous puissiez tous en profiter. Et puis nous avons trouvé qu'il était aussi, nous sommes des gens audacieux mais prudents, qu'il ne fallait pas se focaliser uniquement sur le court terme, d'abord parce qu'on serait tout de suite démenti, et qu'il fallait avoir une vision un petit peu plus de long terme, et c'est pour ça qu'on y a adjoint aujourd'hui un économiste que nous apprécions. Alors justement, cet économiste, le grand public ne le connaît pas forcément, il s'appelle Thierry Apotheker. Alors vous le connaissez de longue date, dites-nous en quelques mots. Alors Thierry Apotheker est l'ancien directeur de la recherche économique d'Indosuez. Il a depuis créé son cabinet qui s'appelle TAC, et j'ai eu le plaisir d'être son client, puisqu'il travaille à la fois pour des entreprises, des organismes internationaux et des gestionnaires de fonds. Et il m'a semblé que sa vue nous permettrait de prendre un petit peu de hauteur aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on fasse un débat en 2 temps. On va d'abord commencer par parler d'économie et après on regardera les recommandations marché. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Thierry Apotheker. Bien. Inès Mercereau, Thierry Apotheker, on va vous écouter pour parler de nos sujets, la croissance, l'euro et les marchés. Faut-il encore y croire? Faut-il encore y croire? Alors, quand vous avez vu ce titre-là, vous vous êtes peut-être dit que nous péchions par excès d'optimisme. Et puis, on s'est dit que c'était quand même une des problématiques qui envahissaient nos journaux aujourd'hui, que sur le très court terme, on n'y voyait pas véritablement clair. Alors on va commencer par la croissance, Thierry, c'est peut-être la chose la plus simple de nos 3 sujets. On voit aujourd'hui que les prévisions de croissance, en tout cas en Europe, vont rarement au-dessus de 2%. On voit aussi qu'aux États-Unis, la tendance n'est pas très rose, qu'on commence aussi à parler depuis peu de temps d'un ralentissement de la croissance dans les pays émergents. Alors, dans tout ça, ce contexte, et de quelle manière les entreprises peuvent-elles s'adapter? Effectivement, question délicate aujourd'hui. Quel est l'avenir de la croissance de l'économie mondiale et comment nos entreprises vont-elles s'insérer dans cette dynamique nouvelle, incontestablement? Je crois que sur les premiers points que vous avez évoqués, c'est-à-dire les pays développés, États-Unis et même plus encore zone euro, nous sommes rentrés sans doute durablement dans une période de croissance faible. Et effectivement, 2% de croissance est sans doute le maximum que peut espérer la zone euro à court moyen terme. Les États-Unis peuvent peut-être avoir un petit peu plus à court terme, mais au fond, là aussi, une contrainte durable sur la croissance, et aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro, pour des raisons, je crois que tout le monde perçoit très bien, c'est qu'on a eu un excès d'endettement dans la période précédente, et que pour corriger cet excès d'endettement, il nous faudra du temps, que ce soit l'endettement des ménages aux États-Unis ou l'endettement des États dans nos pays de la zone euro. Donc de ce point de vue-là, même si nous n'avons pas chez nous, et si nos outils quantitatifs nous suggèrent qu'on aura plus un tassement de croissance en dessous de ces 2% que vous évoquez et pas de retour récessif, on va avoir un débat là-dessus, nous sommes plutôt modérément optimistes, mais il reste que, en tout cas à moyen terme, ce ne sont pas ni la zone euro ni les États-Unis qui vont tirer la croissance mondiale. Par contre, et vous le voyez un petit peu sur le graphique qui
vous ai présenté. Les pays émergents, depuis les débuts au fond de l'internationalisation, de la globalisation économique, depuis le moment d'accélération de cette internationalisation, c'est-à-dire le début des années 90, ont, à l'exception de la période de la crise asiatique, des taux de croissance qui sont très nettement et tendanciellement supérieurs à la croissance des pays développés, un écart qui est de l'ordre de 4 à 6 points chaque année. Donc lorsque nous croissons de 2%, les pays émergents croissent de 6 ou 7. Et donc, de ce point de vue-là, même si, et vous l'avez dit, aucun pays dans le monde, aucun pays émergent n'est complètement à l'abri de l'effet de transmission du ralentissement économique que nous avons chez nous. Donc oui, on aura un léger tassement de conjoncture. Mais avec ce tassement de conjoncture, on aura encore, cette année et l'année prochaine, une croissance dans les pays émergents qui sera au-dessus de 5 ou 6%. Et donc, au fond, c'est à nos entreprises et à nous comme pays d'aller chercher la croissance là où elle se trouve, c'est-à-dire d'aller effectivement trouver les gisements de croissance dans ces pays qui sont dans une phase de rattrapage qui va continuer à long terme. Mais Thierry, la croissance des pays émergents a été tirée par l'exportation et on réfléchit depuis maintenant un petit moment sur le relais que peut prendre la demande interne et notamment l'émergence d'une classe moyenne consommatrice. Alors est-ce que cette émergence est là et est-ce que cette émergence est là pour durer? Alors c'est oui, oui et oui. Oui, la croissance va être tirée par la demande intérieure des pays émergents de façon croissante. Effectivement, on a progressivement cette substitution d'un modèle de croissance autonome au modèle précédent de croissance tirée par les exportations. Et on le voit, si vous voulez un chiffre, aujourd'hui, le marché automobile chinois est plus important que le marché automobile américain. Et pour acheter une automobile, évidemment, c'est la classe moyenne. Alors, ça ne signifie pas que tous les Chinois font partie de la classe moyenne. Évidemment, 1,3 milliard d'habitants en Chine, même si une part relativement modeste, finalement, de cette population accède à ce statut de classe moyenne, ça fait des marchés qui, à l'échelle de nos entreprises, sont absolument considérables. J'ai pris l'exemple de l'automobile en Chine, mais vous pourrez prendre l'exemple des cosmétiques en Indonésie, on pourrait prendre l'exemple de biens à la fois de consommation durable et de consommation sophistiquée en Inde, au Brésil. Et donc oui, je crois que the next big thing, la prochaine tendance majeure, c'est cette convergence dans les pays émergents d'une classe moyenne en quantité suffisante pour tirer la demande globale. Ça veut dire aussi que leur monnaie vont s'affermir. Et si on en vient maintenant à la monnaie de l'euro, notre patrimoine que nous avons mis en commun avec 16 autres pays, a-t-on le droit aujourd'hui de croire à la force durable de l'euro et à l'intégrité de cette zone euro? Alors, vous savez que c'est une question, comme on dit en plaisantant, si vous mettez 5 économistes dans une salle, vous aurez 6 réponses différentes. Donc, bien sûr, il n'y a pas de vue consensuelle sur la chose. Permettez-moi quand même une remarque. D'abord, dans le titre qui a été choisi pour ce débat, faut-il y croire? L'euro, faut-il y croire? Moi, la question, comme ça, de façon provocatrice, c'est comment ne pas y croire? Comment ne pas y croire alors que, depuis mai 2010, nous avons, si ce n'est tous les jours, toutes les semaines, une mauvaise nouvelle sur la zone euro. C'est tantôt les problèmes de dette publique, tantôt les problèmes de gouvernance, tantôt les problèmes d'accords politiques. Et que malgré cette avalanche de mauvaises nouvelles sur la zone euro, parce que vous voyez sur le graphique, c'est le taux de change euro contre dollar est encore très largement au-dessus de sa parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de ce que suggéreraient les différentiels d'inflation entre les États-Unis et l'Europe, et qu'il est encore très supérieur au niveau qu'il a atteint pendant toute la première partie de l'existence de l'euro. C'est-à-dire que le paradoxe, malgré tout, c'est que cette monnaie qu'on dit moribonde, elle reste très forte. Et si elle reste très forte, c'est qu'effectivement, elle a un avenir. Je pose juste une question. C'est cette monnaie qui reste très forte ou c'est le dollar qui reste très faible? Alors, vous alliez poser ça. Alors, le dollar a naturellement ses propres accès de faiblesse et s'il faut le dire de façon un peu caricaturale, la difficulté, y compris pour les investisseurs, c'est que nous avons aujourd'hui un système monétaire international avec deux monnaies pivots, le dollar et l'euro, et que chacune de ces deux monnaies
est soumise à des pressions baissières. Le dollar est soumis à des pressions baissières du fait, pour le dire simple, de la politique monétaire américaine. Et la zone euro a ses propres problèmes souverains qui pèsent de façon régulière. On le voit sur la volatilité qu'on observe sur le graphique que vous avez sous les yeux. Effectivement, à chaque fois qu'on a une inquiétude nouvelle sur la solvabilité souveraine de la zone euro, on a un accès de faiblesse de l'euro, et puis après, il reprend sa trajectoire. Encore une fois, le point d'équilibre aujourd'hui pour vos consensus chez la plupart des économistes en termes fondamentaux, c'est autour de 1,20 à 25. Donc là, je ne vais pas regarder juste avant de rentrer dans la salle, enfin à 1,3775, on est très largement encore au-dessus. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la parité euro-dollar va rester durablement élevée? Et si elle reste durablement élevée, si elle ne veut pas freiner la croissance en zone euro? Alors, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'en tout cas, du point de vue de nos entreprises françaises, comme sans doute de certaines entreprises espagnoles ou italiennes, la vigueur de la monnaie unique par rapport au dollar a constitué un handicap concurrentiel majeur. Je crois aussi qu'aujourd'hui, dans le processus de production qu'ont les grandes entreprises, c'est-à-dire un processus qui est très éclaté, cette notion de compétitivité d'échange perd un petit peu de son sens, puisqu'au fond, on source des produits à l'extérieur et que donc la vigueur de notre monnaie nous permet d'avoir ce sourcing à faible coût. Et donc on compense en partie ce problème de compétitivité avec des achats qui sont moins chers grâce à notre monnaie vigoureuse. Mais ceci dit, je crois que là l'exemple à regarder, c'est à la fois ce qui s'est passé dans les pays d'Europe du Nord, Malte, Pays-Bas, Finlande, où malgré la vigueur de l'euro, l'amélioration d'efficacité des entreprises a permis de continuer à gagner des parts de marché mondiaux. Et au fond, je crois que c'est ce qui inspire aujourd'hui les dirigeants des grandes entreprises françaises. C'est gagner en compétitivité ce qu'on ne gagnera pas en change. Alors gagner en compétitivité, lorsqu'on voit les résultats des entreprises, le cash qu'elles ont et donc la capacité qu'elles ont à la fois à investir et à se projeter dans des zones de croissance, ça nous conduit quand même à évoquer un petit peu les marchés. Et ces marchés sont fondamentalement instables et dévalorisés. Et les banques sont contraintes, elles aussi, dans leur financement. Avec tout ça, où est-ce qu'on va? Alors, bien heureux serait celui qui a une boule de cristal et qui pourrait prévoir de façon précise les évolutions du marché. Si c'était le cas, je pense qu'on aurait ici un sentiment de ferveur plus important. Et donc, bien sûr, on n'a pas d'idée sur le timing. 3 remarques quand même assez simples. La première, c'est que dans les secousses actuelles, on lit tous les jours dans la presse, les États, les problèmes des ménages, finalement, ceux des agents économiques qui s'en sortent le mieux sont les entreprises. Les entreprises n'ont pas, en tout cas pas à hauteur de ce qu'ont fait les États, pas à hauteur de ce qu'ont fait les ménages, n'ont pas participé à cette espèce d'euphorie de crédit de la décennie passée. Les ménages, on le sait, aux États-Unis, dans certains pays de la zone euro, les banques, les institutions financières, on le sait, ont fait beaucoup de leviers. Celles qui ont été finalement très raisonnables dans cette période, ce sont les entreprises. Et finalement, le fait qu'elles n'aient pas péché par excès d'euphorie fait qu'aujourd'hui, elles sont dans une position où leur capacité de résistance est plus forte. C'est le premier point très important. Le deuxième, c'est le graphique que vous avez sous les yeux, c'est que lorsqu'on a un regard macroéconomique sur les performances des entreprises, les barres bleues que vous avez là, c'est l'excédent brut d'exploitation de l'ensemble des entreprises non financières. Ce ne sont pas les entreprises cotées, mais c'est le tissu d'entreprises françaises. Et donc, quand on regarde l'évolution sur longue période, ici, depuis la fin des années 80, lorsqu'on regarde cette évolution sur longue période de cet excédent brut d'exploitation, on a une tendance haussière qui est assez claire, assez visible. Bien sûr, au moment de la crise de 2008-2009, on a un affaissement. C'est le moins, si je puis dire, qu'on aurait pu attendre. Et vous voyez que depuis, on est reparti sur un train légèrement haussier. Encore une fois, pas glorieux, mais certainement quelque chose qui reprend finalement une tendance de longue période à l'amélioration de la profitabilité des entreprises. Et que quand vous mettez en regard, c'est le trait rouge, l'évolution, j'ai pris ici du CAC 40, ben vous avez quelque chose dont on voit bien qu'il est caractérisé par des périodes d'euphorie excessive, donc on a des périodes dans lesquelles ces profits remontent et les marchés boursiers, en quelque sorte, jouent un rôle de multiplicateur. Et puis évidemment, quand il y a des périodes de stabilisation, voire de recul de cette profitabilité, on a le même effet d'amplification, si je puis dire, de la part de la bourse. Et ceci m'amène quand même à considérer que
à un horizon effectivement un petit peu plus long que les prochaines semaines ou les prochains mois, la corrélation, la relation de long terme qu'on a entre la valorisation boursière et les masses de profits dégagés par les entreprises va se rétablir. Et puis, troisième remarque, si vous le permettez, qui est très importante pour les entreprises comme pour les investisseurs, c'est que nous allons rentrer, que nous le voulions ou non, dans cette période de croissance lente et dans laquelle les institutions bancaires traditionnelles seront durablement contraintes à réduire leur bilan. C'est à la fois les questions de réglementation, dite BAL 3, c'est évidemment les difficultés qu'on voit aujourd'hui sur les refinancements des banques, et vous l'avez vu, les grandes banques françaises ont toutes annoncé qu'elles allaient réduire la taille de leur bilan. Et tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire que nous allons avoir un impératif au niveau de la politique publique comme au niveau des investisseurs et des entreprises, c'est d'aller chercher les ressources financières en dehors de l'intermédiation bancaire. Ça veut dire que les marchés de titres, à la fois boursiers et obligataires, vont jouer un rôle croissant dans les mécanismes de financement des entreprises. Mais il faudrait que les actionnaires individuels viennent à ces marchés. Et pour l'instant, les réglementations publiques, et en tout cas celles qui sont annoncées, j'entendais Madame Merkel dire qu'elle allait véritablement pousser pour que la taxe sur les transactions financières s'impose rapidement. Ne faudrait-il pas que les actionnaires individuels en soient exonérés? Et là aussi, je crois que ce qui est important, c'est de distinguer deux problèmes ou deux objectifs différents. Il y a d'un côté une question fondamentale pour nos décideurs de politique économique, c'est à la fois comment lisser un peu de volatilité financière et en même temps dégager des ressources fiscales. De ce point de vue-là, dans le cadre de cet objectif, la taxation des transactions financières est une bonne idée. Elle n'aura pas d'impact majeur sur le nombre de transactions, elle ne constituerait pas en elle-même un frein vu les niveaux de taxation qui sont envisagés, 0,1%, 0,01% sur les transactions directes ou sur les produits dérivés, donc ça n'est pas de nature à entraver les transactions. Donc ça c'est une chose. Et puis d'un autre côté, il y a l'objectif qui est différent et que vous soulignez, c'est comment faire que nous ayons en France un actionnariat réparti, un actionnariat individuel important. Et là, effectivement, ça suppose une politique, je dirais, dédiée, c'est-à-dire une politique d'encouragement. Et dans ce cadre-là, ce que vous évoquez, c'est-à-dire exonérer les particuliers, a du sens. Et ce sont deux objectifs différents. Inès Mercereau, d'ailleurs, si on veut monter sur les barricades pour se battre contre cette taxe, vous montrez avec nous? Oh ben, forcément, je monterai avec vous, Jean-François. C'est pour nous, Boursorama, qui voyons les actionnaires individuels, ça me paraît important. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de mesures qui ont été menées ces derniers temps qui étaient défavorables à l'actionnaire individuel. La suppression du seuil de cession, si maintenant on rajoute une taxe, c'est vraiment pas la bonne solution. Je suis d'accord avec vous. Merci à vous deux, on vous applaudit. Un grand merci pour ces propos d'introduction donc à l'économie avec, et c'est bien d'écouter des économistes qui ne sortent pas de banques ou de compagnies d'assurance, des propos un peu plus positifs que ce que l'on peut entendre par ailleurs. Maintenant, deuxième partie de cette table ronde, on va savoir sur quel marché aller, quels actifs privilégier, quels sont les bons et les moins bons plans dans cet environnement économique. Ils seront 5 à répondre à mes questions, et après la dernière partie, ce sera la remise du prix de l'innovation. Je vous demande d'accueillir le premier d'entre eux, on va les prendre les uns après les autres. Il est directeur général délégué chez AXA IM. Je vous demande d'applaudir M. Christian Rabot. Ce sera notre autre intervenant, deuxième intervenant. Il est directeur général adjoint, membre du comité d'investissement d'une société de gestion que nous avons récemment récompensé à mieux vivre votre argent avec la Corbeille Société de gestion sur 5 ans. Cette société s'est terminée avec gestion. Je vous demande d'accueillir M. Éric Lecoste. C'est une société de gestion que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais c'est l'une des plus importantes de France, née du rapprochement d'abord historiquement des sociétés de gestion du Crédit Agricole et de LCL, puis de cet ensemble qui s'appelait Crédit Agricole Asset Management avec SGAM, la filiale de gestion de la Société Générale. Cette société de gestion, c'est Amundi. Je vous demande d'accueillir le responsable mondial de la gestion action d'Amundi, M. Romain Rocher. La compagnie financière
associé à Edmond Rothschild de Banque à 2 sociétés de gestion. Il est directeur adjoint et co-responsable de la gestion européenne de l'une d'elles. C'est celle qui a notamment en charge toute la partie action. Ça s'appelle Edmond Rothschild Asset Management. Je vous demande d'accueillir Monsieur Philippe Lecoq. Et enfin, il a monté sa propre structure de gestion. Donc il a fait partie de ces gens qui ont monté des sociétés de gestion indépendantes. Monsieur Marc Renaud, PDG de Mandarin Gestion. Bien. On va, si vous le voulez bien, faire un vrai débat. Vous allez tous nous expliquer vos positions actuelles sur un certain nombre de sujets, et puis ça va nous permettre aussi de réagir aux propos d'Inès Mercereau et Thierry Apothécaire. Première question, j'aimerais qu'on fasse un tour de table sur votre exposition actuellement au marché action. Et je vais commencer par vous, Éric Lecoz. Je disais de manière un peu provocatrice lors de la remise des corbeilles, les sociétés de gestion ont une chance folle, on a arrêté les résultats des corbeilles au 30 juin. Vous aviez une particularité, c'est que vous avez traversé l'été quasiment sans action. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, c'est le cas d'un fonds flexible, Carmignac Patrimoine, qui est donc multiclasse d'actifs, obligations internationales, actions internationales. Effectivement, on a rendu l'allocation particulièrement défensive à partir de fin juin et très à zéro. Effectivement, on a ramené l'exposition à zéro en action début août. On est aujourd'hui de nouveau autour de 25%. 25% sur un maximum de 50. Sur 50. Donc ça veut dire que vous êtes au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a envie de participer un petit peu à cette correction haussière de marché dans un contexte qui nous semble être celui d'une marche vers une récession en Europe et aux États-Unis. Donc là, je divergerai. D'accord, donc vous êtes plus pessimiste que Thierry Apothécaire. Christian Rabot. Alors, nous sommes sous-pondérés en action, mais moins, je dirais, défensifs d'une certaine façon. C'est-à-dire que nos portefeuilles, cela dépend un peu de leur structure, mais si je prends un portefeuille qui peut avoir 50% d'actions, 50% d'instruments de taux, nous sommes plutôt dans la zone des 42, 43, 45, sachant que c'est un portefeuille qui ne descend jamais en dessous de 35%. Vous voyez que nous sommes quelque part dans le milieu, je dirais, de la fourchette, qui exprime une grande prudence et qui est pour nous un point plutôt bas, puisque ce sont des portefeuilles qui, en général, des horizons de gestion relativement longs et qui sont investis, en général, en accompagnement de produits d'assurance, donc avec un assez long horizon de gestion. Romain Boucher. Alors nous avons effectivement quelques similitudes avec ce que vient d'évoquer Christian Rabot. Une légère sous-pondération action, mais néanmoins, le sens de nos derniers mouvements, notamment à la rentrée, était plutôt au léger renforcement des actions. Pour une raison simple, qui était qu'en face, l'alternative du côté obligataire nous présentait un visage qui, pour être un peu caricatural, était soit c'est trop cher, en gros, une obligation allemande, soit c'est trop risqué, une obligation grecque. Donc un paysage obligataire qui n'était pas si lisible que cela. Donc oui, la volatilité était forte et la visibilité aussi faible côté action, mais les valorisations, pour nous, justifiaient le fait de revenir progressivement sur ces dernières semaines sur les marchés actions. Philippe Lecoq. Alors aujourd'hui, notre exposition action, elle est autour de 50%, un petit peu en dessous, mais on l'a plutôt renforcé. En fait, on peut l'illustrer avec notre gestion flexible, qui est le reflet de cette allocation. Mais c'est intéressant peut-être aussi de dire ce que l'on fait dans nos fonds actions, parce que là, on avait encore beaucoup de prudence jusqu'au printemps, et donc on avait augmenté la part de cash. Aujourd'hui, ces fonds sont totalement réinvestis, ce qui est un signe quand même de confiance sur cette classe d'actifs. Marc Renaud. Moi j'ai une gamme beaucoup plus courte que mes confrères, puisque nous on fait du directionnel action, donc en clair je suis toujours pleinement investi, mais je peux vous dire que mes fonds donc, pleinement investis sont plus offensifs aujourd'hui encore, j'ai envie de dire, qu'à fin juillet. Je voudrais qu'on rebondisse sur le propos d'Éric Lecoz, qui disait on a remonté notre pondération pour participer à la correction. Aujourd'hui, on sent depuis quelques jours, on est passé sous les 3000, on est descendu aux alentours de en dessous de 2009. Là, on est dans un train qui paraît plus haussier. Aujourd'hui, les marchés actions, ils attendent quoi pour véritablement repartir? C'est une annonce politique, c'est le bon chiffre du PIB américain, c'est quoi? Qui veut y aller? Les deux.
pour répondre brièvement à cette question. Il me semble qu'effectivement, il nous faut une réponse un peu plus sérieuse pour ce qui concerne la zone euro, un peu plus pérenne. Il est vraisemblable qu'un certain nombre de mesures soient annoncées d'ici la fin du mois et avant le G20 qui va se tenir à Paris. Et ça, ce sera un moyen d'éviter, je l'espère, une crise systémique. Donc c'est une bonne chose qui va nous permettre de revenir à des choses un peu plus fondamentales. Pour autant, les perspectives économiques vont se dégrader. Les banques vont réduire leur effet de levier. Et ça va pénaliser tout le tissu des PME. On se focalise sur les sociétés cotées, mais dans le tissu autant américain qu'européen, on va avoir une dégradation avec à la fois des gouvernements qui ne pourront pas faire de relance fiscale et des autorités monétaires qui seront elles aussi dans la capacité de relancer. Romain Gaucher, votre sentiment sur ce sujet-là? Parce qu'on est en train d'attendre une réponse politique. Enfin, je rappelle juste que la dernière fois qu'on attendait une réponse politique, c'était l'accord du 21 juillet. On a eu la réponse politique, on n'a pas été déçus. Parce que c'est quand même ça qui a mis le feu aux poudres. Je pense qu'effectivement, la réponse politique, au sens pur du terme, ne pourra pas être la vraie réponse. La vraie réponse, aujourd'hui, elle est attendue au sein de la zone euro sur un plan beaucoup plus bassement financier. Dit autrement, il y a une attente forte qui est de rassurer pleinement les prêteurs de la zone euro, les investisseurs dans la zone euro, concernant la pérennité de l'euro et donc le statut pérenne et définitif, notamment de la Banque Centrale Européenne, ou tout nouvel instrument qui s'y apparente, on pense au Fonds européen de sauvetage qui a été monté. Dit autrement, dans l'économie moderne, on attend d'une banque centrale qu'elle démontre qu'elle est finalement l'acheteur en dernier ressort, ça a été vrai pour les obligations, voire même parfois pour les actions, et aussi qu'elle défend la monnaie coûte que coûte, dit autrement pour faire un parallèle guerrier, qu'elle détient un peu la force de dissuasion nucléaire, et donc si jamais à un moment on veut mettre en doute la devise ou la zone, elle sera là. Les Américains l'ont montré, ils ont fait ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire qu'ils ont montré que s'il fallait, ils allaient jusqu'à faire tourner la planche à billets pour défendre une économie de devises. Les Anglais l'ont montré, les Japonais aussi. On va expliquer éventuellement pour les gens dans la salle, le quantitative easing, c'est quoi la logique? La logique, c'est de dire qu'en dernier ressort, la Banque centrale pourra émettre de la monnaie pour défendre la devise, les actifs de la zone en question. Donc je vais acheter de la dette? De la dette, par exemple, mais ça peut même historiquement aller au-delà. On l'a vu en Asie, dans certaines crises, les banques centrales sont allées même jusqu'à acheter des actions. Et d'ailleurs, la Banque centrale japonaise, encore récemment, a ouvert cette possibilité dans leur politique de soutien. Ils n'ont pas acheté des obligations, ils ont acheté des actions. Et c'est ce point qui fait débat aujourd'hui. Les Chinois viennent d'acheter des actions des banques chinoises. Ok, 30 millions. C'est pas grand-chose d'y avec le cause, mais c'est 30 millions quand même. Alors, j'aimerais maintenant qu'on regarde les classes d'actifs que vous privilégiez, et après on va rentrer un peu plus dans le détail sur un certain nombre de thèmes, à la fois sur la zone euro et à la fois sur les pays émergents. Christian Rago, aujourd'hui, quelles sont les classes d'actifs que vous privilégiez dans vos investissements? Dans la mesure où nous sommes sous-pondérés sur les actions, sur un portefeuille diversifié classique, on a, M. Lapalis en dirait autant, une sorte de surpondération sur les taux, mais pas tellement sur les emprunts d'État, dont nous nous méfions effectivement beaucoup, pour les raisons qui ont été exposées par M. Gaucher. Effectivement, nous considérons que l'emprunt d'État allemand de bonne qualité il est trop cher et il n'y a pas grand-chose à gagner, et que les autres sont trop risqués. Par contre, on continue à avoir une certaine confiance, je dirais, dans le crédit, et il nous semble que même si nous partageons l'idée exposée par Éric Lecaux, qu'effectivement nous sommes en train de rentrer dans une récession en Europe. Je partage tout à fait l'analyse qui a été faite. Il nous semble effectivement qu'il y a une contraction du crédit qui est en train de se produire, aussi bien du côté des banques, d'une certaine façon, qu'une certaine forme de préférence pour la liquidité dans les entreprises. Pas toutes, pas dans tous les secteurs, il faudrait nuancer. Enfin, il nous semble qu'il y a là quelque chose qui va participer d'un phénomène récessif, d'un phénomène de contraction. Néanmoins, il nous semble effectivement que le crédit continue d'être très intéressant, car cette récession ne va pas être un effondrement, et donc nous aimons bien notamment ce que l'on appelle le high yield, c'est-à-dire encore les instruments de taux émis par des entreprises avec de hauts rendements pour lesquels il y a eu encore très peu d'accidents et un très bon rendement. Petite question, si vous me le permettez, sur l'utilisation du terme de récession, qui, d'un point de vue économique, veut dire le fait d'avoir une succession de plusieurs trimestres consécutifs où l'activité économique est en baisse. Est-ce avec ce vocabulaire-là que vous entendez le terme récession? Tout à fait.
2 à 3 trimestres. Il nous semble que probablement le 3e trimestre va se révéler comme étant probablement au bord de la récession, le 4e devrait y être, et sans doute le 1er l'année prochaine. Alors, les classes d'actifs, le crédit. Philippe Lecoq. Oui, alors notre préférence, elle va clairement aux actions face aux obligations aujourd'hui, parce que je suis tout à fait d'accord. Acheter de l'obligation allemande à 1,5 ou 2% de rendement aujourd'hui, c'est adhérer à un scénario de déflation auquel on ne croit pas. Alors néanmoins, au sein de la classe d'actifs actions, aujourd'hui, on donne la priorité plutôt aux pays émergents, parce qu'ils ont déjà aussi baissé en bourse beaucoup, et il me semble que les problèmes structurels que ces pays doivent résoudre n'ont rien à voir avec ceux des pays développés. Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que la crise actuelle et la baisse de l'été notamment créent quand même des points d'entrée, je pense, historiques pour un investissement de long terme. Encore une fois, il faut avoir un petit peu de temps devant soi. Voilà, et puis alors, on parlera peut-être tout à l'heure des matières premières, mais je pense que là, on va peut-être aussi bientôt revenir sur des points d'entrée intéressants. Ok, Romain Baucher, les classes d'actifs privilégiées. Je vais essayer de ne pas me répéter, mais effectivement, comme cela a été mentionné, sur le territoire obligataire, il est plus attractif aujourd'hui d'aller prêter à des prêteurs privés, de manière générale, qu'à des États, en l'état actuel, des rendements proposés et ou du manque de visibilité ou de garantie sur la soldabilité, même si nous peinons à croire à un effondrement du système. Au niveau des actions, on l'a dit tout à l'heure, c'est une reconstruction progressive de position. Les points d'entrée commencent à être assez visibles, tant du côté d'ailleurs des émergents que du côté des actions de la zone euro. L'un comme l'autre commence à faire apparaître des valorisations attractives. Maintenant, il faut le reconnaître, aujourd'hui, compte tenu des signaux que nous attendons encore, nous avons encore préservé une poche de liquidité dans nos fonds. Nous ne sommes pas encore pleinement investis, nous sommes encore en quête d'opportunités d'investissement, soit à un prix plus bas, soit à prix identique avec une meilleure visibilité. Éric Lecos, chez Carmignac Gestion, traditionnellement, les paris sont marqués. Quels sont-ils aujourd'hui? Alors, regardons par classe d'actifs. Dans la classe d'actifs obligataire, il est vrai que, comme le soulignaient mes confrères, on privilégie plutôt le crédit. Mais je dirais qu'il ne faut peut-être pas jeter quand même le 10 ans allemand comme ça aux ornières trop vite. Parce que ce que nous dit le marché, avec ses rémunérations, c'est malgré tout qu'il accorde une probabilité importante à un scénario à la japonaise. Un scénario à la japonaise, c'est quoi? C'est tout le monde qui essaye en même temps de réduire son effet de levier, son endettement, la surfinanciarisation de l'économie. Qu'est-ce qui se passe quand c'est le cas? Ça tue la croissance. Si ça tue la croissance, on ne peut pas réduire les déficits. On a un endettement qui continue de monter et on a des forces déflationnistes qui s'installent durablement. Si je peux me permettre, on est quand même dans une situation de crise au Japon, avec une dette du Japon qui pèse 200% du PIB, et donc personne ne parle, alors que la dette de la Grèce... Pour une bonne raison, elle est détenue à 95% par les Japonais eux-mêmes. Donc ça sert d'avoir de l'épargne dans un pays. Dans notre cas, c'est 60% ou 70% qui sont détenus par des investisseurs internationaux. Du côté des actions, la thématique de la croissance émergente est évidemment la thématique que nous privilégions à travers des sociétés, des marchés développés et des marchés émergents. Alors on va y revenir tout à l'heure. Marc Renaud, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une gestion directionnelle action, mais qu'actuellement vous étiez plus offensif. Donc en pratique, ça veut dire quoi pour choix? Ça veut dire que, en fait, il y a la situation économique qui incontestablement présente un scénario plus réjouissant à court terme, mais il y a aussi le prix. Et moi, je reconnais là, en tout cas, je reconnaissais clairement il y a 15 jours, des prix de crack. C'est Total qui rapporte 8%, c'est la capitalisation d'Air France qui vaut le prix de 5 Airbus. Donc il y a aussi le prix. Donc je vois mes collègues, même les plus sceptiques sur les perspectives économiques, rejouer ce qu'ils appellent un rebond technique. Voilà, dans un marché action, il faut regarder aussi la valorisation. Et la définition même d'un crack, c'est qu'on met dans le prix le scénario le plus noir. Ça a été le cas il y a 15 jours. Pour ce qui est des perspectives économiques, je ne sais pas dire moi s'il y aura récession. En tout cas, les critères qui permettent de penser que l'économie va balbutier au moins sont en place, c'est clair. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Thierry Apothécaire, la croissance, elle est très clairement du côté des émergents. Alors, on va, pour rebondir sur le propos d'Éric Lecos il y a quelques instants, essayer de se poser la question, quelle est la meilleure façon de jouer la croissance émergente? S'agit-il d'investir directement dans des fonds spécialisés sur les marchés émergents, ou s'agit-il de jouer, d'investir dans des sociétés européennes qui axent leur développement sur ces pays émergents? Philippe Leclerc, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des opportunités sur les émergents. Quelle est pour vous la meilleure stratégie?
C'est vrai que dans notre gamme d'actions, aujourd'hui, on a un support d'investissement en actions européennes qui va sélectionner les sociétés qui profitent le mieux de la croissance émergente aujourd'hui. Alors, c'est pas seulement parce qu'elles font un tel pourcentage de chiffre d'affaires, mais c'est aussi parce qu'elles créent de la valeur et que ces investissements réalisés dans ces régions sont rentables. Et l'idée, c'est un petit peu de prendre le meilleur des deux mondes, finalement, d'aller chercher la croissance là où elle existe, donc dans les régions qui se développent, les régions émergentes, et d'aller aussi profiter de la gouvernance des sociétés européennes qui, même si tout n'est pas parfait, et je pense est au-dessus de la moyenne, il y a, je pense, une prise en compte des intérêts de l'actionnaire dans les pays développés qui reste encore supérieure à ce qu'on voit dans certaines régions du monde. Éric Lecoz, chez Carmignac, on investit traditionnellement beaucoup directement dans les émergents? Oui. C'est mieux? Réponse concise. Non, je crois que ce qui est important, enfin ça fait un peu plus de 20 ans donc on investit dans ces pays, c'est de comprendre les cultures locales, le stade de développement auquel ces pays en sont, les fondamentaux politiques, sociologiques. On parlait d'émergence tout à l'heure, de classes de population qui ont un revenu moyen et qui donc ont une capacité de consommation discrétionnaire. Eh bien, le fait d'aller rencontrer sur place ces populations, ces entreprises, et de les connaître aussi intimement qu'on peut connaître une entreprise parisienne, ça me paraît être important pour comprendre ce qui se passe dans ces pays. Romain Baucher, votre sentiment? Vous mieux y aller en direct ou vous mieux y aller en indirect? L'un n'oppose pas l'autre. La preuve en est, nous avons un dispositif de gestion qui utilise des compétences localisées à la fois dans les pays développés et les pays émergents. Les plus gros bureaux, outre Paris, sont aussi à Hong Kong, à Singapour. Nous avons aussi des positions en Inde et en Chine. Pour nous, la vraie question, elle a été résumée par les différentes thématiques qui ont été mentionnées. Il faut aller chercher la croissance là où elle est. Elle est dans les émergents, c'est indéniable. Après, la question, c'est à quel risque. Et il y a deux types de risques qu'il faut surveiller, même trois, j'ai envie de dire. Le premier risque, c'est le risque de change. Ne pas le sous-estimer. Dans des pays dans lesquels maintenant l'inflation est beaucoup plus soutenue que dans nos pays, cela normalement s'accompagne à terme d'une moindre vigueur de la devise, donc on ne peut pas exclure qu'on n'ait pas le coût gagnant deux fois, c'est-à-dire gagner sur l'action et sur le change. Donc on pourrait éventuellement gagner sur la progression des bourses, mais perdre sur la devise. Ou en tout cas ne pas gagner deux fois. C'est-à-dire que si la dernière période, nous gagnons deux fois, on gagnait sur le change et sur la valorisation. Le deuxième problème, il a été indiqué, sont les problématiques extra-financières, les problématiques de gouvernance, de risques environnementaux et autres. Et donc là, c'est assez confortable parfois d'aller dans les pays émergents au travers de l'entreprise des pays développés. Et puis enfin, le troisième, et c'est lui qui va faire l'arbitre, il a été rappelé par Marc Renaud, c'est la valorisation. Arrive un moment où quand l'exposition au marché émergent n'est plus du tout valorisée dans les entreprises européennes ou parfois américaines, mais c'est plus souvent vrai en Europe, il serait dommage de se priver de cette opportunité d'arbitrage entre des très belles entreprises très exposées dans les pays émergents et des investissements directs. Alors si on regarde de belles entreprises européennes très exposées dans les marchés émergents, on a des noms? Aujourd'hui, sans rentrer dans les noms en particulier, l'exposition moyenne des grandes entreprises françaises et européennes a doublé au cours de la décennie, donc elle est tout à fait remarquable. Ils ont su aller chercher cette croissance. Aujourd'hui, ils y sont de plus en plus. Donc il y a vraiment une véritable exposition de manière générale des grands groupes européens et français à la croissance émergente. Philippe Lecoq, les entreprises françaises qui investissent beaucoup là-bas? Oui, on va les trouver dans les secteurs du luxe, de l'aéronautique et des spiritueux. Donc sans surprise, ce sera LVMH, ce sera EADS ou Pernod Ricard, par exemple. Bien. On vient de parler des marchés émergents. On a vu qu'il y avait un problème dans la zone euro, c'était que la croissance ne serait pas très forte. Je voudrais maintenant qu'on ouvre un chapitre un peu provocateur. Je vais vous poser la question à vous, Romain Baucher. La zone euro est-elle boursièrement morte? Alors, pour être clair, de notre point de vue, non. Mais du point de vue du marché, partiellement oui. Puisque si aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, les valeurs cotées au sein de la zone euro souffrent d'une décote et elle est manifeste, elle a pu atteindre 20% pour un certain nombre d'entreprises ou de secteurs au cours des dernières semaines, c'est bien que certains acteurs, certains investisseurs ont voulu croire à ce scénario. Alors, certains diraient que cela recouvre-t-il? Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des marchés qui ne valorisent pas un scénario central, qui font la moyenne entre deux scénarios extrêmes. Le scénario du risque systémique, effondrement du système financier européen, de la zone euro, et un scénario plus normatif qui laisse un potentiel, ne serait-ce que via le rattrapage des valorisations, de l'ordre pour nous d'une vingtaine de pourcents. Donc c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une valorisation qui reflète un scénario central, mais qui est bien une mauvaise moyenne entre deux postures radicalement extrêmes. Christian Rado.
Non, d'abord, la zone euro n'est certainement pas morte. Simplement, on est, en termes de timing, en termes de moment, je dirais, à une période très difficile, parce qu'on a l'impression que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas encore complètement visibles pour ce qui concerne la conjoncture, et que par contre, toutes les mauvaises nouvelles sur le plan financier n'ont pas trouvé encore de solution. Donc il y a bien une période qui est assez compliquée, mais si on prend un peu de recul, on sait très bien que les crises donnent toujours effectivement des occasions de réaménagement de secteurs, de réaménagement d'entreprises. Il y a des consolidations qui se produisent, et il y a donc de nouvelles occasions. Il me semble qu'elles ne sont pas tout à fait pour demain, mais pour après-demain, c'est une évidence. Donc effectivement, il n'y a pas de... L'idée même de la zone, j'ai bien compris que votre question a une dimension provocante, n'a pas de sens. L'Europe ne va pas disparaître demain, il y a de très très nombreuses entreprises ici qui vont s'adapter, qui vont bonifier, qui ont de la richesse, et il y a, comme le rappelait à l'instant Marc Renaud, la valorisation. Pour l'instant, n'est pas prise en compte, ça n'est pas ce qui est regardé, ça n'est pas le rendement qui est regardé en priorité, c'est le risque, effectivement, en général, systémique du marché, et les flux qui sont négatifs, avec un certain nombre d'investisseurs qui sont plus ou moins obligés d'en sortir, qu'il s'agisse d'établissements bancaires ou des compagnies d'assurance. Ceci donne plutôt des occasions, effectivement, de trouver des excès de valorisation, mais il n'y a aucune raison de considérer que la zone européenne, compte tenu de la qualité des entreprises qui y sont, pour certaines, est disparue. Donc la réponse est certainement non. Marc Renaud, j'aimerais qu'on parle valorisation. Vous dites que les valorisations n'ont plus de sens, les entreprises ne sont pas chères. Est-ce que les critères traditionnels de valorisation des entreprises ont encore du sens? J'ai notamment le souvenir d'un sentiment général qui existait sur le marché sur les valeurs financières, où on disait qu'historiquement, elles n'étaient pas chères parce qu'elles valaient à peine leur valeur d'actifs, etc. Et pourtant, elles souffrent. Est-ce qu'on a pris en compte toute l'évolution toutes les problématiques économiques, toutes les évolutions réglementaires, avec BAL 3, avec Solvabilité 2, et est-ce que finalement les critères traditionnels de valorisation, dans un environnement de crise, où on pourrait se dire que quelque part le modèle est en train de changer, sont toujours pertinents? Alors, les financières sont un cas à part parce que la valeur d'actif d'une financière elle est mouvante. Donc forcément, c'est un peu plus délicat à analyser. Pour ce qui est des valorisations des sociétés industrielles, oui, si vous voulez, le monde ne change jamais et les boîtes européennes sont bien mieux gérées que les États européens. Et la capacité de toutes ces boîtes européennes qui font souvent 40% de leurs profits sur les émergents à dégager 12-15% de rentabilité des capitaux investis est toujours là, ça n'a pas changé. Sur les financières, ça dépend de quoi on parle. Si on fait référence à l'époque, il fallait acheter 2,5 fois leur valeur d'actifs, c'est-à-dire il y a 4 ans. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, on vous expliquait qu'une banque, ça gagne 25% de rentabilité en Europe et qu'il n'y a plus de risque. Non, on ne retrouvera pas ça. Mais c'était débile. La réalité, c'est qu'une banque, et c'est déjà le cas de BNP, ça peut gagner 12% de rentabilité capitalistique, il n'y a pas de raison de la payer sous sa valeur d'actifs. Le problème qu'on a actuellement spécifiquement sur le secteur bancaire, c'est que la valeur d'actifs, selon le prix que vous mettez à la dette italienne et à la valeur espagnole, c'est pas la même. Forcément, c'est un exercice délicat. Ça s'appelle une situation de crise. Mais je ne crois pas qu'il faille changer de critères, parce que c'est en gros jamais vrai. Il ne faut surtout pas changer de critères quand on est au fond de la vie, parce que là on fait des bêtises. Mais ça dépend, quand on parle de retour à la moyenne, ça dépend de quoi, ça dépend de ce qu'on regarde. Il faut regarder une vraie moyenne et pas des plus hauts conjoncturels comme on a pu les avoir il y a 4 ans. Philippe Lecoq, je reviens sur ma question sur les marchés. La zone euro était morte? Non, elle n'est pas morte, elle est malade, à l'évidence. En fait, on a un gros problème, hein, puisqu'on n'a pas de croissance et on n'a pas de visibilité. Pas de croissance parce qu'on est dans un processus de désendettement. Pour le secteur bancaire, j'ai peur qu'il ne soit pas en mesure aujourd'hui justement de répondre à cette double recherche de croissance et de visibilité, parce que c'est ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Marc Renaud. Si vous permettez, Jean-François, j'aimerais me poser à moi-même, est-ce que la zone euro est morte? Parce que, en fait, c'est normal, dans les crises, on assimile tout. En fait, la zone européenne est une zone extrêmement riche. C'est juste des privilégiés qui n'arrivent pas à renoncer à leurs privilèges. Mais celui d'Italie et la France, pas la Grèce. On a plus d'actifs que de dettes. C'est simplement des pays qui sont éventuellement mal gérés, qui ont du mal à renoncer à des pratiques qui ne sont pas efficaces. Mais l'Italie, c'est pas la Grèce. Donc nous sommes une zone encore excessivement riche. On est éventuellement une zone mal gérée. Mais l'Europe n'est pas foutue. Et les bourses européennes, je vous le disais, les entreprises européennes sont bien mieux gérées que les États. Par ailleurs, sur des valorisations extrêmement basses. On est dans une phase extrêmement délicate, mais c'est pas fini, certainement pas. Éric Lecoz, la zone euro, Édouard Carmignac va perdre son meilleur ennemi, Jean-Claude Trichet, qui va quitter ses fonctions à la tête de la BCE. Mais oui, quelle déception. Enfin, il ne nous a pas déçus, remarque, effectivement, il n'a rien fait une fois de plus. Je reviens sur ce que disait Marc et tout
tout le monde autour de la table. Je crois qu'on est au cœur. Notre métier, c'est quoi? C'est effectivement de regarder en permanence ces valorisations et de sélectionner les bons chevaux, d'avoir la bonne vision, les bonnes thématiques. Mais à un moment donné, c'est de prendre en compte dans quel mode nous opérons. Si le marché à court terme est en mode aversion au risque absolu, en mode crise, en mode contraction de la liquidité, eh bien c'est de notre devoir d'actionner, pour nous gestionnaires, le mode préservation du capital. Autrement dit, il y a la moitié de notre métier qui est de trouver les bonnes valeurs à moyen long terme, les bonnes thématiques, et l'autre moitié, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, qui est d'agir sur ce curseur pour essayer de traverser les périodes les plus délicates comme celle de l'été en souffrant le moins possible. Et ça c'est une partie importante du métier. Et dans ce mode-là, la valorisation, pendant un certain temps, on l'occulte. C'est-à-dire qu'on regarde passer le train et puis on essaye de se mettre aux abris. D'accord ? Et puis bien entendu, il y a un moment où on est rattrapé par la réalité, et Marc a raison. Quand ça devient stupide comme valorisation, et bien là, tout à coup, c'est la goutte d'eau, le marché se retourne, même si c'est temporaire, ça fait du bien quand même à tout le monde. Alors, on regardait les différents thèmes qu'il peut y avoir d'investissement. Philippe Lecoq, il y a quelques instants, parlait du rendement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon critère, le rendement, pour choisir une boîte? Parce que finalement, Philippe, il y a quand même eu beaucoup de déceptions pour des actionnaires individuels qui ont misé le rendement en jouant les plus gros rendements de la Bourse de Paris. Vivendi fait de mauvaises perfs, France Télécom fait de mauvaises perfs. On a l'impression que là où il y a du rendement, il n'y a plus de croissance. Oui, c'est vrai, il y a eu quelques pièges, on va dire. Vous pensiez faire une bonne affaire en achetant une action à 7% de rendement, et puis aujourd'hui elle en offre 10 ou 11, donc vous avez perdu sur votre capital. Maintenant, le dividende, c'est quand même une variable nettement moins volatile que le bénéfice. En cas de crise ou de ralentissement, les entreprises coupent d'abord les investissements avant de couper les dividendes. Donc vous avez là-dessus moins de volatilité, plus de visibilité. Et puis comme on s'attend quand même à quelques années de faible croissance bénéficiaire, de performances boursières qui seront sans doute moyennes, eh bien la part du dividende dans cette performance boursière sera plus importante que par le passé. Donc ça mérite de regarder des actions des entreprises solides, encore une fois, qui sont autosuffisantes sur le plan financier. Ça c'est très, très important. Donc, avec une grande capacité donc, à renouveler leurs dividendes et ne pas avoir à faire appel au marché pour financer leur développement. Romain Gaucher, le dividende, c'est un thème pour vous? Plus qu'un thème, c'est un indicateur sous-jacent séculaire. Quand vous regardez les évolutions de très long terme des marchés boursiers, ils sont censés, d'une part, vous protéger contre l'inflation, et ils le font d'ailleurs assez bien quand l'inflation dérape, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et une fois retirée cette inflation, plus de la moitié du rendement final vient du dividende. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Investir en actions, ce n'est pas uniquement pour la plus-value, c'est aussi pour le rendement. Et regarder les rendements de longue période, le dividende procure souvent près de la moitié du retour sur investissement global, donc il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Mais c'est bien le rendement global qu'il faut regarder, parce que si vous regardez le seul dividende, quand il est très élevé, en général, il correspond à des entreprises qui n'ont souvent plus de croissance. Donc un rendement extrême est souvent suspect et peut-être un piège. Je cherche des thèmes d'investissement. Marc Renaud, je reviens vers vous. Vous me dites que les valos ne veulent rien dire. Si, vous me l'avez dit. Je l'ai compris dans vos propos. Donc, ok, une valo qui ne veut rien dire, les financiers, ça passe pendant un certain temps. En revanche, est-ce que le fait que les valorisations soient à la casse, ça ne va pas exciter certains industriels en se disant, mais faible croissance, des concurrents qui valent pas cher, c'est le moment de faire ses emplettes? Au risque de vous décevoir, non. Tant qu'on ne sera pas rassuré sur le contexte macroéconomique. Faire une fusion, c'est un exercice délicat dont on sait qu'il est parfois raté. Et quand déjà on a des soucis à gérer sa propre croissance, on ne se rajoute pas une fusion en même temps. Parce que là, il y a des gens qui ont très bien réussi leur fusion. Oui, oui, bien sûr, mais les OPA, c'est ça le paradoxe, ça n'arrive jamais en bas de cycle, parce que ça n'arrive jamais quand c'est au plus bas, parce que c'est des périodes où on a peur de faire ça. Par contre, quand on sera rassuré sur le contexte macroéconomique, oui, les valorisations deviendront une envie. Alors, il y en a quelques-unes, il y en a eu en début d'année parce que le contexte est meilleur, il y en aura quelques-unes. Mais pour qu'il y ait vraiment un gros cycle de fusion-acquisition, il faut qu'on soit rassuré sur le contrôle économique. Ça reviendra après.
Christian Rabaud, votre sentiment sur le sujet? Oui, tout à fait. Oui. Par contre, je crois que la crise va provoquer effectivement un certain nombre d'opérations qu'elle va amener par elle-même. C'est-à-dire que c'est plus du côté de l'offre, si vous voulez, que du côté de la demande d'OPA que ça va se produire. Acquérir son concurrent, il va y avoir beaucoup d'hésitations, mais par contre, il va y avoir des concurrents qui vont d'eux-mêmes, probablement, je dirais, s'offrir au marché. Donc il me semble que dans une circonstance difficile, où il y aura des problèmes de liquidité, où il y aura des problèmes simplement de trésorerie, il va y avoir des occasions qui vont se produire. Mais par contre, le financement est un peu compliqué. La dilution aujourd'hui sur des niveaux de cours un peu élevés, si c'est fait en action, sera un peu compliqué aussi. Donc je pense que ça sera encore une fois plus des offres d'entreprises en difficulté que de la demande réellement des entreprises les plus solides. Elles laisseront venir à elles des situations à mon avis plus fragiles. Éric Lepose. Rebondir sur ce que dit Christian, on commence à voir, ça me paraît intéressant, un secteur où les valorisations redeviennent très attrayantes et qui suscite déjà un regain d'opérations de fusion-acquisition, c'est les matières premières. On a vu là quelques opérations s'annoncer entre Canadiens, enfin des mines plus ou moins nord-américaines, africaines ou même des levées d'options sur des mines chiliennes. Et c'est assez intéressant. Il me semble que là, voilà un secteur où devant nous, on a quand même une croissance séculaire de la demande, c'est-à-dire de très long terme, qui provient des économies émergentes évidemment, et des niveaux de valorisation qui, alors là, prennent en compte une récession majeure. Alors, justement, la transition est toute trouvée parce que je voulais qu'on parle justement des matières premières. Déjà, expliquez-nous, comment se fait-il que l'or qui s'était mis à flamber, enfin qui flambe depuis déjà longtemps, hein, puisque ça fait 10 ans qu'il flambe, 1900 relance, et puis comme ça, en 2 jours, pom pom pom, moins 20%, on se retrouve aux alentours ensuite de 2700. Que s'est-il passé? C'est évidemment des marchés qui ont une composante spéculative. N'oublions pas qu'on a démarré l'année à 1400 et qu'on est à 1700, ce qu'on ne fait pas le pire des actifs depuis le début de l'année. Vous me l'accorderez en dépit de cette correction. Tant pis pour ceux qui ont acheté au mois de juillet, je dirais. Il me semble que là, on avait eu d'ailleurs cette flambée, cette dernière flambée, si je puis dire, de l'été, ne s'était pas accompagnée par un mouvement identique des mines orifères, c'est-à-dire des actions des sociétés sur lesquelles nous sommes investis. Et par conséquent, là, on gomme un petit peu cet effet ETF ou bulle. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça revient à la question précédente du rendement, une grosse société minière, Newmont, une des principales au monde d'ailleurs, pour concurrencer un petit peu la présence de ces ETF, qui sont juste des indices sur le... Donc ces ETF, qu'on appelle aussi des trackers, c'est-à-dire que ce sont des fonds indiciels qui répliquent le métal. Eh bien, Newmont vient d'annoncer une politique assez agressive de distribution de dividendes. C'est-à-dire qu'à 1600 $, ils vont distribuer un rendement de 3%. Si on passe à une moyenne de 1900 $, eh bien, ça va monter de 30%, c'est-à-dire que ce sera 4% le rendement du dividende, etc. etc. Et donc, clairement, les entreprises veulent là restaurer un petit peu vis-à-vis du public leur image et montrer le bien fondé qu'il y a à investir dans une société minière plutôt que directement dans la matière première. Romain Baucher, quel sentiment sur la matière première? Tout d'abord, une petite remarque sur l'or. L'or a un charme et une limite. Son charme, c'est qu'il n'est intégré dans quasiment aucun composant économique. Donc, quelque part, il peut flamber sans déranger quasiment personne. Mais sa limite, c'est que c'est aussi un instrument un peu spéculatif avec un marché assez étroit. Donc il ne faut pas, effectivement, je pense qu'il faut bien mettre de côté l'or par rapport aux autres matières premières qui, elles, rentrent dans la vie économique, que ce soit le pétrole, que ce soit les minerais, les métaux ou autres. Si l'on vient à cette deuxième composante, c'est-à-dire les minerais, les métaux, le pétrole, il y a un point intéressant, c'est que, comme on l'a dit, on ne peut pas être certain sur l'avenir, on ne peut pas être certain quant à la perspective. En revanche, on doit, comme cela a été dit, garder nos repères et savoir saisir des opportunités d'arbitrage. Aujourd'hui, le prix du pétrole, le prix des minerais, le prix des métaux n'a pas franchement violemment baissé. En revanche, de nombreux acteurs qui ont des réserves via des mines, via des puits, sur ces actifs-là, eux ont vu leur valorisation s'effondrer. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas de certitude sur le prix du baril demain, je n'ai pas de certitude sur le prix de l'acier ou le prix même de l'or. En revanche, ce que je vois, c'est que dans les cours des sociétés minières, des sociétés pétrolières, nous sommes sur des hypothèses qui sont très éloignées des prix actuels de l'actif. Donc j'ai envie aujourd'hui d'acheter ces entreprises-là, car elles sont très décotées. Donc deux choses l'une, soit je gagnerai peu d'argent parce que finalement elles ont anticipé une baisse à venir de l'essence, ainsi de suite, soit je vais gagner beaucoup d'argent si c'est l'inverse. Super. Je regarde ma montre, donc on a déjà dépassé le timing, donc je vais tenter de le respecter. On va conclure.
Je vais vous donner la parole à chacun, et puis vous allez me faire une synthèse de 2 recommandations dans cet environnement public. Marc, commencez. Encore une fois, moi je le fais en n'ayant pas une gestion sur toutes les classes d'actifs. Le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est que le contexte est difficile, la bourse s'est écroulée, mais vous savez, on a tous envie d'acheter des actions au sommet de la bulle tech, on a tous envie de les vendre au fond du trou d'une récession. Il faut essayer de résister à ça. Et donc c'est pas le pire moment pour acheter des actions. Philippe Lecoq. Oui, je suis d'accord, mais alors il y a un leitmotiv à respecter absolument, c'est qu'il faut aller sur de la visibilité. Ça, on le maintient, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça va pas durer 6 mois, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc les thématiques du dividende, du rendement, encore une fois, et puis peut-être des situations spéciales, hein, c'est-à-dire des entreprises qui se transforment, qui font des changements de périmètre et qui réussissent à se décorréler un petit peu des marchés actions au quotidien, qui ont leur propre histoire et qui peuvent bien se comporter, même dans des périodes comme celles qu'on a vécues pendant l'été. Je vais vous poser une question un peu provocatrice. Est-ce que ça veut dire qu'il faut investir dans des sociétés qui ne sont pas dans les indices pour éviter les mouvements moutonniers qui sont liés aux indices? Oui, mais alors avec un critère aussi à respecter, c'est la liquidité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va être discriminant. Donc si vous éloignez trop des indices, faites attention quand même à ne pas descendre trop bas en taille de capitalisation boursière, surtout que la raréfaction du crédit va toucher avant tout les petites et moyennes entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les grandes capitalisations boursières sont décotées en grande partie parce qu'elles sont dans les indices et qu'elles servent, je dirais, d'objets de couverture via les futurs. On dit souvent que les performances du passé ne présagent pas les performances futures. En étant un peu provocateur, j'ai envie de dire si, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est souvent après une décennie glorieuse que l'on doit constater un éclatement parfois de bulles ou de déception. Nous avons malheureusement une décennie extrêmement décevante sur les actions. C'est très certainement un meilleur moment pour rentrer qu'il y a 10 ans. Et par ailleurs, je crois qu'il faut tous qu'on ait à l'esprit que c'est bien la perspective de gain qui doit nous gouverner, pas la fiscalité. Donc quand bien même on nous prendrait une taxe à 0,1%, j'ose espérer que ça n'influera pas trop sur les investisseurs, car l'histoire a montré que c'est bien l'économie qui gouverne les rentabilités et pas les sanitaires. Je vais vous poser une question provocatrice. Quand on dit que la bourse on faisait ce matin avec les lecteurs la présentation d'une stratégie d'investissement pour 2012, et on expliquait que l'an dernier on était venu ici, on avait donné 10 valeurs, et quand les écus pondérants, on affichait une performance qui était en progression de 11%, alors que le CAC 40 était en recul de 12% en coupon investi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la perception des marchés actions qui est lié à la composition des indices et au CAC? On nous parle d'un CAC à 6900 au plus haut, mais à cette époque-là, le CAC il était bourré de France Télécom alors qu'il n'y avait pas de papier sur le marché. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'indicateur qui fait qu'aujourd'hui la perception de la bourse, elle est finalement pas bonne pour les actionnaires individuels, avec tous les jours le CAC. Est-ce que le CAC est vraiment le reflet de la performance du marché? Vous dites autrement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le CAC est le réceptacle des succès passés. Et quelque part, souvent pour faire une meilleure performance, il faut se pencher sur les succès futurs, donc regarder un peu en dehors du CAC, un peu en dehors de France. Et c'est ainsi qu'effectivement, à l'image de l'exemple que vous mentionnez, on peut dégager une rentabilité sensiblement supérieure à celle relevée dans le CAC 40. Éric Lecoz. Oui, moi je crois que ce que l'on observe depuis maintenant quelques temps, c'est que les crises se rapprochent. Et que finalement, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre des vacances entre deux crises. Et par conséquent, je pense qu'il faut privilégier les véhicules qui savent s'adapter à cet environnement changeant, qui savent saisir des opportunités, mais aussi tenter de tenir la route, de tenir le cap quand ça va mal. Oui, je rebondis juste sur votre propos. Quand on regarde les indices américains, chaque fois qu'on a une nouvelle crise, l'indice il a rattrapé son plus haut précédent. Ce qui n'est pas le cas en France. Chaque fois qu'on a une nouvelle crise, on n'a pas rattrapé son plus haut. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que trois choses. D'une part, là-bas, ils ont un seul gouvernement, ils ont une banque centrale et ils ont une monnaie. Nous, on n'a aucun des trois. Donc on est forcément un peu plus handicapés. Donc ça rejoint d'ailleurs, ça me permet de souligner que pour s'en sortir un peu mieux en zone euro, il me semble qu'il est nécessaire, quand je ne sais pas, mais il est nécessaire que l'on passe par un euro plus faible.
parce que ça permettra d'apporter de la croissance à travers le solde extérieur d'un certain nombre de pays, notamment, je ne parle pas des Allemands qui eux sont déjà compétitifs, mais d'autres pays qui sont loin d'être compétitifs. Donc ça me paraît important. Et du coup, en termes d'investissement, eh bien, pourquoi ne pas aller profiter de monnaies qui s'apprécieront face à l'euro. Christian. Je vais redire ce qui a déjà été dit. Je crois qu'effectivement, c'est une période difficile, très hésitante, donc il faut des fonds flexibles. Il faut être sorti du marché, mais il faut être flexible, être capable de s'adapter à cet environnement. Deuxièmement, en ce qui concerne les actions, même en les sous-pondérant, je privilégierais d'abord la solidité du bilan et la capacité d'autofinancement d'entreprise. Je suis persuadé, nous pensons que nous avons devant nous des difficultés en matière de financement, donc il vaut mieux investir dans des entreprises qui peuvent se passer plus ou moins, je dirais, de sources de financement extérieur. Et troisièmement, je l'ai déjà dit, nous pensons que dans le domaine des valeurs à revenus fixes, il y a encore dans le domaine du crédit et dans le domaine du crédit, mais géré de manière extrêmement diversifiée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir simplement un ou deux papiers, je dirais, tranquillement chez soi. Je pense qu'il faut des fonds très diversifiés et très largement gérés. Il y a des rendements qui doivent être capables de traverser ce qui ne sera pour nous qu'une récession, je dirais, temporaire, cyclique, 2 ou 3 trimestres, ça peut être très long, certains jours, mais ça n'est pas long par rapport à l'horizon de gestion d'un investisseur. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le cercle des experts Boursorama, Marc Renaud, Paris Gestion, Philippe Lecoq, Camille Rothschild Asset Management, Romain Rocher, Mundi, Éric Lecoq, Carmignac Gestion et Christian Raymond, AXA IM.